Merci de votre fidélité renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé. Tenzawaten, la confusion, c'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, Monsieur Moussa Tembeli, il est secrétaire général du parti CDP Malikoura. Monsieur Tembeli, merci d'être autour de ce plateau. Merci bien, Barou. Je salue tous nos téléspectateurs ainsi que mes co-débatteurs. Merci beaucoup. Deuxième invité, Monsieur Mamadou Dia, il est le secrétaire général du mouvement Akatanaye. Monsieur Dia, merci d'être sur ce plateau. Merci, bonsoir. Je salue les téléspectateurs, mes co-débatteurs autour de moi, et vous-même et toute l'équipe. Bonsoir à vous. Troisième invité, M. Yamoudou Keïta, il est le président de l'URDAC Mali Volley France. Monsieur Keïta, merci d'être dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'invitation. Bonsoir aux co-débatteurs. Bonsoir à tous les membres de l'URDAC à travers le monde et bon vent au débat. Quatrième invité, un revenant qui avait déserté nos plateaux ici. Il s'agit de M. Oumar Sangaré. Il est juriste. Monsieur Sangaré, le déserteur, merci d'être revenu autour de nos plateaux. Tout le plaisir est pour moi et en passant, je remercie effectivement les nombreux téléspectateurs de Renouveau FM et tout en signifiant mon affection la plus intime à mes co-débatteurs, que les débats soient faits sous de meilleurs auspices et que réellement nous puissions nous sentir heureux au sortir de ce plateau et un peu répondre aux exigences et aux attentes des Maliens. Face Dieu d'exaucer, CV. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Je l'annonçais, la ville de Tenzawaten est depuis quelques jours au cœur d'une polémique qui dépasse les frontières du Mali. La situation sécuritaire de la zone est devenue donc presque un enjeu international. Comment comprendre toutes ces polémiques autour de cette ville malienne du Mali, de la région de Kidal? Nous allons essayer de comprendre ces enjeux avec nos invités. Monsieur Dia, un mot sur la situation de Tenzawaten. Nous avons titré Tenzawaten, la confusion. Est-ce que en tout cas, ce titre-ci est à la situation qui prévaut dans cette ville? Pour notre part, je pense que Tenzawaten, il n'y a pas de confusion. Okay. Pour nous, c'est très clair que c'est une attaque contre l'État souverain du Mali. Et les acteurs, les commanditaires, les complices sont identifiés ou identifiables déjà. Et en la matière, je pense que ça va faire... Qui sont-ils, ces complices, ces auteurs? Il y en a des pays qui ont formellement revendiqué leur participation à cela. On peut les nommer, hein? Ils sont connus de tout le monde. Il y a l'Ukraine qui a revendiqué, le secrétaire, comment on appelle ça, l'ambassadeur, à la suite du chargé, comment on appelle, le renseignement, le chef du renseignement ukrainien lui-même l'a revendiqué. Il y a des pays qui ont, notamment la Suède, qui a pris le pas en termes de qui a apporté son soutien. On va en parler. Hein? Voilà, donc ça c'est connu de tout le monde. Je pense que ça va être un cas d'école. Et donc il n'y a pas de confusion possible en termes de droit international, en termes de terrorisme général. Et ça va être un cas d'école parce que c'est la République souveraine du Mali qui a été attaquée. Et moi, je ne dirais même pas par des terroristes, par des mercenaires au sol de certains pays et pour des intérêts inavoués. Donc, il n'y a pas de confusion, à mon avis, c'est le Mali qui est attaqué. Il n'y a pas de confusion, tout est clair, tout est lisible? Tout est clair parce que les preuves sont là. Je crois que des gens ont parlé et courant la semaine passée, je crois qu'il y a eu des interventions ça et là, mais on ne peut pas nier le fait quand même qu'il y a une implication même sur la scène internationale. Moi, je dirais même que c'est une coalition internationale qui a attaqué le Mali. Hein, le porte-parole ukrainien. Il faudrait quand même le prouver. On va le prouver. Je crois que des langues sont en train de se délier.
des preuves sont en train d'être mises sur la table petit à petit. C'est pas comme si c'est quelque chose qui est caché, parce qu'un haut responsable ukrainien qui sort, qui dit clairement qu'ils ont participé justement à l'échec, ou je ne sais pas, à l'attaque contre nos forces armées à Tinzaouaten, ça, on ne peut pas prendre la chose à la légère. Ça, c'est certain. Et les forces également en présence, parce que lorsque l'armée fait des interventions, je crois qu'il y a aussi des gens par derrière pour faire le bilan, pour chercher à savoir qu'est-ce qui a permis à ces gens-là d'infliger une telle perte justement dans nos rangs. Et tout est là, tout est sur la table. Je crois qu'il faut regarder la chose avec un esprit clairvoyant pour que nous puissions préparer une contre-attaque à cela. Ok. Monsieur Sangaré, vous pouvez nous aider à comprendre clairement ce qui se passe à Tinzaouaten? Effectivement, le Mali est sous le feu, n'est-ce pas, de beaucoup de complots qui sont en train un peu de nous prendre en sandwich et puis de prendre d'assaut notre souveraineté et éventuellement mettre la République sous une pression géopolitique, insécuritaire, qui ne dit pas son nom. Mais en réalité, le fait de traduire tout ça dans une réflexion simpliste va répondre à des exigences de clarté qui font que, effectivement, les vérités sont là et les évidences sont indéniables. La France étant partie sur la pointe des pieds, avec tous les déshonneurs que nous en savons, et avec ses acolytes, n'est-ce pas, européens, et d'autres acteurs malsains et maladroits dans leur comportement, aussi bien que dans leurs actions nocives et déstabilisateurs, et ils sont en train de commettre des exactions d'une atrocité certaine contre le Mali et contre le peuple malien, et à travers, n'est-ce pas, un certain nombre, ce qu'on appelle d'exacerbation de la violence, lesquelles violences vont trouver leur expression dans une sorte de déstabilisation géopolitique à forte connotation du jeu d'intérêt, lesquels intérêts trouvent leur justification dans la mise, n'est-ce pas, sous l'exploitation des pays africains, chose que nous n'allons pas accepter au XXIe siècle, et vu qu'il y a une forte mutation géopolitique qui s'articule autour du concept de souveraineté, n'est-ce pas, et de défense d'intérêts et d'honneur, n'est-ce pas, des peuples, on ne peut pas continuer à nous rester un peu empêtrés dans une sorte de domination continue pendant que les États aujourd'hui, quelle soit leur diversité, leur couleur et leur rang social, sont en train de se battre vaille que vaille, coûte que coûte, pour s'extirper de ce jeu de domination. Le Mali, n'en faisant pas exception, est en train de faire valoir sa dignité à travers la transition, et toutes choses étant respectables et salutaires, n'est-ce pas, en soi, et chose que tout Malien, imbu de sa souveraineté et de son honneur de Malien, ne peut que le souhaiter. D'accord. Monsieur Yamoudou, est-ce que vous pouvez aussi nous aider nos téléspectateurs à comprendre cette situation de Tinzaouaten? Alors, aider les téléspectateurs... Nous sommes dans une sorte de confusion. Je pense que ça dépend par rapport à quel niveau nous posons cette question, par rapport, comme on appelle, au diagnostic, par rapport au bilan, par rapport aussi aux causes profondes de Tinzaouaten. Moi, je pense qu'après la rectification, la refondation, et la transition même étant mise sous le prisme de paix et réconciliation, pourquoi Tinzaouaten aujourd'hui? Donc c'est là qu'il faut se poser les questions. Les actions de paix et de réconciliation, la rectification qui a eu lieu, les ANR qui se sont tenus, les Maliens se sont parlé, et l'objectif c'est d'avoir la paix et la réconciliation. Les groupes armés sont au gouvernement, ils sont au CNT. Il y a eu des accords pour qu'on ait la paix. Pourquoi on n'a pas la paix? Après la résolution 2690, qui a valu en tout cas ce que ça vaut aujourd'hui, mais par rapport auquel aussi il faut poser des questions, et après d'autres résolutions qui ont été votées bien avant, que le Mali a bien voulu appliquer, bien sûr, il faut se poser la question, pourquoi Tinzaouaten aujourd'hui? Donc moi je pense que la confusion elle est à ce niveau-là. Alors après ça, il y a peut-être des rétentions d'informations, puisque c'est des situations qui ne sont pas faciles à gérer, ce qui nous amène toujours à nous incliner devant la mémoire, en tout cas des hommes et des femmes qui ont perdu leur vie civile et militaire, et nous incliner devant leur mémoire, aussi compatir à la souffrance de leur famille, et en même temps interpeller toute la nation malienne à avoir un regard franc sur cette situation, et se dire que peut-être la question, elle n'est pas que du ressort des dirigeants, des autorités de la transition. Il faut que le peuple se mobilise. Ça y est après Kidal, qui avait été sanctuarisé pendant des années, qu'on ait pu rentrer, qu'on a instruit un processus de paix et de réconciliation, qu'on se soit parlé, qu'on ait tout fait. Ça, nos autorités, il faut les saluer à ce niveau, ont manifesté toute leur bonne foi, toute leur bonne volonté selon les préambules de l'accord pour la paix,
pour que le Mali puisse avoir la paix. Mais malgré cela, on n'a pas encore la paix aujourd'hui. Et Tinzaouaten arrive à ce stade-là. Je fais mien les différentes remarques qui ont été prises, qui ont été citées là, et qui relèvent des comportements de certains États. On va rentrer dans le détail. Oui, justement. Mais aujourd'hui, il faut faire peut-être une analyse de cause à effet. D'accord. Pourquoi en sommes-nous là et pourquoi Tinzaouaten après Kidal? D'accord. Monsieur Dia, déjà, on a vu la revendication ukrainienne, la réaction et du Sénégal et de la CEDEAO, après, en tout cas, celle du gouvernement malien. Commentaire sur cette revendication ukrainienne et les réactions qui ont suivi après. C'est justement à ce niveau que j'ai dit que ça va être un cas d'école, et dans le droit international et dans les relations internationales. Un pays souverain qui est le Mali, qui a été attaqué, et cela a été revendiqué par d'autres pays. Et on nous dit aujourd'hui des terrorisme, mais en réalité, ce n'est pas des terroristes, c'est des mercenaires qui répondent vraiment aux ordres d'autres intérêts. Et c'est pour cela que, à la matière, il faudrait plus que les condamnations, il faudrait même que des pays soient interpellés et que des sanctions puissent être prononcées contre ces pays qui ont osé franchir le cap de revendiquer une attaque armée contre un pays souverain. Okay. Et la réaction de la CEDEAO, on peut dire désormais la CEDEAO au chevet du Mali, en tout cas pour ce qui concerne ces dossiers. La CEDEAO a beaucoup plus porté son communiqué sur la stabilité ou la stabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Alors que nous, c'est notre souveraineté qui est attaquée. Et donc, dans ce cadre-là, on peut voir la CEDEAO dans son rôle. Mais nous, notre pays est attaqué. C'est pour cela que le Mali a tout de suite rompu les relations diplomatiques. Et bien sûr, je sais qu'il y a d'autres sanctions qui vont venir. Il y a même, je crois, une plainte, si je ne m'abuse, qui a été déjà instruite dans ce sens. Et le Niger aussi a emboîté le pas au Mali. Et je sais que bientôt le Burkina aussi, l'AES en fait va aller dans ce sens. Et donc il s'agit vraiment d'obtenir la condamnation des pays et ceux qui ont prêté leurs frontières, ceux qui sont cités dans les coulisses dont on n'a pas encore une forme officielle de participation. Et donc tous ces pays-là doivent être inquiétés. Et vraiment, je pense que comme je l'ai dit à l'entame, ça va être un cas d'école dans les relations internationales et même dans le droit international. Okay. M. Tembili, on a vu que la CEDEAO, dans son communiqué, a clairement apostrophé l'attitude même de l'Ukraine. Est-ce que cela est un pas pour, en tout cas, une sorte de rapprochement entre l'AES et la CEDEAO? Oui, parce que les gens ont beaucoup parlé. La CEDEAO n'avait pas le choix. Il fallait à un moment donné quand même qu'elle se manifeste. Mais moi, Sauf qu'elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée, mais sachez que c'est purement stratégique, quoi. C'est juste pour se démarquer d'une situation. Mais on ne va pas dire que c'est bien voulu. Ça, on est sûr de ça. Maintenant, moi, ce que je reproche surtout aux États africains, c'est leur manque, n'est-ce pas, de solidarité quand il y a des situations comme ça sur le territoire, sur le sol africain. Parce que moi, regardez par exemple, lorsque le Mali a décidé, n'est-ce pas, de couper le pont avec l'Ukraine, la Suède tout de suite a réagi. Mais ces gens sont solidaires. Il faut qu'on aille sur le même terrain, que les Africains comprennent que les enjeux, en tout cas au Mali aujourd'hui, sont tels que on ne peut pas s'asseoir et regarder les gens venir nous imposer des choses. Parce que déjà, le problème, il part de quoi? C'est que Tinzaouaten, c'est le point névralgique dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Tinzaouaten, c'est le dernier bastion des terroristes. Il a parlé de mercenaires. Moi, je les considère tous comme des terroristes parce qu'ils sont là pour s'aimer le chaos. Mais il faut savoir qu'il y a bien des intérêts parce que les gens savent que cette zone, en tout cas le nord du Mali, est très riche. Donc, il faut tout faire pour que l'État malien ne puisse avoir la main mise justement sur cette portion du territoire. Il faut tout faire pour mettre le pays à terre, à genoux. Donc, c'est tout ce qui a poussé ces gens-là à venir. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'Africains, en tant que jeunes? C'est de mettre en avant justement notre soutien à nos autorités, à nos forces armées et faire en sorte que les autres États aussi s'alignent. Mais malheureusement, je ne vois pas cette solidarité, à part les États de l'AES qui sont venus d'ailleurs, qui nous ont aidés à combattre justement ces gens-là dans leur dessein d'attaque lâche et barbare. Mais malheureusement, les actions même de la CEDEAO ne sont pas du tout convaincantes, quoi. C'est ce qu'il faut surtout qu'il faut comprendre. Ok. Monsieur Sangaré, il y a certains observateurs qui ont
tout de même déploré le fait qu'il y a eu une timidité sur le plan interne à condamner cette action, si vous voulez, cette revendication ukrainienne. Bon, je crois que l'accusation peut être portée sur un double registre. D'abord, il y a un registre sous-régional sur lequel s'appuyait beaucoup plus sur la paralysie et le laxisme de la CEDEAO, chose que la CEDEAO n'a pas hésité, n'est-ce pas, à briser. C'est une glace qu'elle a brisée. Et avec sa forte condamnation, elle a condamné avec forte désapprobation, n'est-ce pas, les actions barbares, lâches et malveillantes qui ont été menées contre les forces armées du Mali et le peuple malien. Et ils se sont aussi exprimés par rapport à un relan, n'est-ce pas, de forte disponibilité à l'action, n'est-ce pas, pour la paix, en vue d'œuvrer à la restitution de la paix, à la restauration de la paix, au maintien constant, n'est-ce pas, de la stabilité, mais aussi au fait que la CEDEAO, pour une fois, il faut qu'on le reconnaisse, en dépit, n'est-ce pas, de toute la maladresse avec laquelle la géopolitique sous-régionale s'était caractérisée, il faudrait quand même reconnaître qu'il y a eu ce qu'on appelle une forte implication de la CEDEAO. Le ton était ferme et péremptoire et encore irréversible, parce qu'ils ne sont pas partis avec le dos de la cuillère. Ils ont condamné avec la dernière énergie pour tentative, n'est-ce pas, visant à déstabiliser la sous-région et pouvant nous amener, n'est-ce pas, une forme insécuritaire qui aura des relents de propagation sur l'ensemble des pays limitrophes. Et d'ailleurs, les pays limitrophes ont compris que sans la stabilité au Mali, eux aussi ne seront pas stables. Parce que nous sommes liés par des traits, n'est-ce pas, de transfert d'hommes de par nos frontières, compte tenu de la porosité, des frontières qui sont étanches, ça et là. Et nous ne pouvons que déplorer l'attitude interne. Parce que s'il y a une réaction forte des gens que nous croyons, que nous avons cru au départ être réfractaires à notre sort, mais le soubassement de la contradiction et de la contestation devait venir de l'intérieur. Nos partis politiques, encore une fois, et les acteurs majeurs, n'est-ce pas, du verbe et de l'expression de la contestation, ont manqué un grand rendez-vous pour s'illustrer positivement, chose qui manque encore leur déshonneur et leur amour, leur manque d'amour pour la patrie, et ça ne peut que leur attribuer un score plus mauvais et plus négatif, et ça dénote encore leur déficit d'appartenance aux enjeux nationaux, et qui n'est pas bon. Yamoudou, cette timidité en termes de réaction sur le plan interne n'a pas en tout cas échappé à beaucoup d'observateurs. Oui, bien sûr, et c'est inquiétant. Alors, ça nous renvoie à cette question de confusion. Est-ce que ce qui se passe est compris? Est-ce que c'est compris de la même manière? Est-ce que c'est compris de tout le monde? Ça nous renvoie à cette question. Oui. Et en même temps, est-ce que les choix politiques et décisions politiques qui ont été prises, qui alimentent cet esprit de paix et de réconciliation, est-ce que c'est partagé? Les choix et décisions politiques qui ont été prises de quitter la CEDEAO, de créer l'AES, est-ce que c'est partagé? Moi, je pense que par l'exercice de la transition, est-ce qu'on n'a pas encore créé une forme de clivage qui oppose le pouvoir de la transition aux partis politiques, à d'autres franges de la société, bien sûr, qui ne sont pas forcément dans les partis, et étant donné aussi que les différents organes même de la transition ne se comprennent pas tout à fait par rapport à ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est là vraiment la question. Alors maintenant, je pense que l'URDAC Mali de tout temps a essayé avec beaucoup de pédagogie d'expliquer aux Maliens, parce qu'il faut qu'on aille au fond de cette question. Bon, M. Sangaré parlait tout à l'heure des enjeux géostratégiques et géopolitiques. C'est M. Temeli qui a parlé des enjeux géostratégiques, et par rapport auxquels même il y a du flou. Est-ce que le nord du Mali est très très riche et qu'on ne veut pas que le Mali accède? Je suis un peu réservé par rapport à ça, mais que cela soit vrai. Ouais. Et pourquoi nos autorités ne communiquent pas là-dessus? Moi, je n'ai pas une communication officielle des autorités maliennes par rapport aux enjeux géostratégiques de cette région. Je ne le connais pas. Et par rapport aux enjeux géopolitiques, aujourd'hui, nous savons que la question du Sahara, elle est traitée autrement. Et avant la question du Sahara, il y avait la question de l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes. Et le Mali, comme d'autres pays du Sahel, sont pris à leur gorge par rapport à l'application de certains accords qui vont dans ce sens, qui interfèrent avec la question du Sahara occidental. On a imposé à nos autorités d'appliquer un accord qui ne va pas même conduire à la partition du Mali, à la balkanisation du Mali. Et c'est cet accord-là qui a été le fondement même de l'action de cette transition.
Ce qui me fait dire que la mission de la transition, elle devait être interrogée. À un moment où les Maliens devaient se mettre ensemble pour donner une meilleure perspective à notre pays, car le pays est trahi. Vous l'avez dit, le Mali est trahi et cela continue encore. C'est ce document de trahison, au nom du respect des accords internationaux, même si l'accord d'Alger n'en est pas un. On a voulu appliquer ça avec des résolutions de l'ONU. C'est ça qui a beaucoup marché sous cette transition. Alors, est-ce que nos compatriotes ont compris cela? Quand l'URDAC s'est mobilisé pour demander de soutenir nos autorités, car ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question du Mali. Ceux qui sont là aujourd'hui, il faut faire avec eux pour que ce pays s'en sorte. Le temps joue contre nous. Tous nos présidents ont été harcelés par ces questions, mais différemment. Le président qui a signé le premier accord fut le général Faye Moussa Traoré. Et nous savons comment c'est arrivé. On a envahi le Mali. Le Mali a été trahi encore. Quand le peuple se soulevait, les rebelles prenaient les armes. On a dit qu'il faut faire l'accord de Tamaracet pour sauver votre pouvoir. Et cet accord nous dit quoi? Qu'il faut donner un autre statut à cette partie du Mali, qui a été aussi implémentée par la conférence nationale. Une autre conférence nationale bis qu'on va faire avec la charte pour la paix et la réconciliation, qui est le chapitre 5 de l'accord d'Alger. Moi, je pense qu'il faut que les Maliens comprennent cet enjeu pour qu'on se dise, quand on se mobilise pour nos autorités, pour le Mali, que ça puisse faire des faits. Je pense que le silence aujourd'hui, après Tizawaten, découle de cette incompréhension. C'est là où il y a la confusion. Nos autorités ont la volonté. Moi, j'en suis conscient. Ils veulent sauver ce pays. Mais eux seuls, ils ne pourront jamais. C'est le peuple souverain qui peut. CEDEAO, Nations Unies, on va aborder dans l'autre aspect du débat. Ils ont reconnu la souveraineté du Mali. Et cette souveraineté appartient à qui? Au peuple souverain. Aujourd'hui, il faut que le peuple souverain se manifeste. Moi, je suis conscient que tout ce qu'on dira à nos autorités, ils le feront. Mais les forats qui se sont tenus au nom du peuple souverain, est-ce qu'on s'est entendu sur les conclusions? Mais non. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez cette situation. Et face à laquelle, pour en terminer, on ne se comprend pas trop. Nous avons tous l'amertume, nous avons tous le regret même quelque part, mais on ne se comprend pas pour se mobiliser comme un seul homme autour du Mali. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça l'essentiel. Alors, comment créer ce cadre-là après Tizawaten? Monsieur Dia, déjà, il y a certains qui arrivent à la conclusion que le conflit russo-ukrainien, en tout cas, s'est exporté vers chez nous. Est-ce que telle est votre lecture avec tout ce qu'on entend? Je pense que c'est une lecture simpliste. Ça peut être un des éléments de lecture de la situation, mais à mon avis, c'est beaucoup plus profond que ça. Et comme l'a dit mon frère Tembeli, tant que le Mali, le sous-sol malien est riche de ses richesses, et dès lors que le Mali a osé affirmer sa souveraineté, et avec la transition et la rectification, vous savez, c'est les trois principes qui déterminent l'action gouvernementale, qui ont même été consacrés dans la nouvelle constitution. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenaires du Mali et la prise en compte de l'intérêt supérieur du peuple malien dans toutes les décisions. Et tant que cela est, ce que le Mali a, les autorités maliennes ont mis dehors, les forces armées, Nations Unies, tout ce qui s'ensuit, et tant que c'est piloté par des intérêts colonialistes, on va toujours avoir des problèmes de ce genre. Maintenant, pour mettre un peu de bémol dans ce que mon frère Keïta a dit, au-delà de toute considération, aujourd'hui, l'heure est vraiment à l'union sacrée autour du pays. Au-delà de toute autre Sinon, son inquiétude, c'était comment créer cette union autour du pays. Oui, mais il parle de ceux qui sont d'accord, ceux qui n'ont pas compris. Aujourd'hui, je pense qu'à l'instant T, c'est le Mali qui est attaqué. Peu importe la communication faite autour de ça. Aujourd'hui, ce qui est indiscutable, c'est le Mali qui est attaqué. Et il y a des pays qui ont osé revendiquer cela. Et donc, face à ça, il faut que, on l'a dit, vous voyez notre hymne national. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, c'est nous qui devons être résolus de mourir pour ce pays-là, au-delà de toute autre considération. L'heure est à cela, à mon avis. Et donc, il faudrait cette dynamique d'expression de souveraineté populaire. Il l'a dit, je le partage. Mais je vais mettre un bémol à toutes les considérations. Les accords, oui, mais aujourd'hui, il faut mettre tout ça à côté et d'abord sauver, réussir l'union
autour du Mali. D'accord. M. Tembeli, nous sommes dans le prolongement de la guerre russo-ukrainienne. On peut faire une lecture peut-être sous cet angle-là, parce que les Ukrainiens qui savent que sur leur territoire, ils sont en train de perdre la guerre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont peut-être essayer d'ouvrir d'autres fronts, peut-être avec l'appui des autres États occidentaux qui ont peut-être des intentions pas forcément catholiques vis-à-vis du Mali. Ils se disent, bon voilà, on peut se cacher derrière les Ukrainiens pour peut-être porter un coup fatal à la Russie. Parce qu'en le faisant, en s'attaquant peut-être aux instructeurs russes qui sont au Mali, pour eux c'est peut-être une manière de faire du mal à la Russie. Sauf qu'ils se sont trompés. Je crois que l'Ukraine même est manipulée dans cette histoire sans le savoir. Parce que l'Occident est derrière tout ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais nous, au Mali, nous avons déjà compris et on a décidé de prendre le devant. Mais cela ne peut se faire sans, ce que mes prédécesseurs viennent de le dire, l'union sacrée. Il faut qu'on laisse tous nos différends de côté et qu'on accepte, n'est-ce pas, de former un tout pour faire face à cette situation qui est très très dangereuse, parce que si on ne le fait pas, c'est l'avenir du Mali qui est en jeu, c'est l'avenir de l'Afrique qui est en jeu. Et je crois qu'il faut retenir cela. Ce qui est surtout important, c'est de tout laisser pour faire face à cette situation. Malheureusement, certains ne conçoivent pas la chose sous cet angle-là, mais on est obligé d'aller dans ce sens. Parce que pour parler de pays, il faut déjà qu'on soit quand même sur un territoire. Parce qu'un État, c'est quoi? C'est un territoire, une population et une autorité de l'État. Tant qu'on n'a pas de territoire, on ne saurait parler, n'est-ce pas, de pays. Donc il faut qu'on défende notre territoire, qu'on soit là comme un seul homme, qu'on soit là comme bouclier, qu'on soutienne nos forces armées, qu'on soutienne nos autorités dans cette dynamique. D'accord. M. Sangaré, est-ce qu'on a les épaules assez solides pour faire face à une guerre Russie-Ukraine sur notre territoire? Bon, qu'on ait les épaules solides ou pas, je crois que la réalité géopolitique est en train de s'inviter sur notre territoire. Le Sahel devient le prolongement, n'est-ce pas, des rivalités russophones. Et qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas une vision simpliste loin de là. Nous sommes face à des réalités, à des évidences qui font que le Mali est en train de prendre un peu l'allure, n'est-ce pas, d'un théâtre d'opération géopolitique qui va beaucoup plus dans le sens de la faiblesse de l'Ukraine, qui n'a pas été capable de défendre, n'est-ce pas, ses propres positions face à la Russie, qu'ils essaient d'ouvrir un second front. Et pour revenir un peu au cas du grand frère, et pour une fois, excusez-moi, de me permettre une petite contradiction sur un petit aspect. Vous savez, quand on est dans une période d'instabilité et de guerre, l'histoire nous a toujours enseigné que l'unité d'opinion, l'unité d'action constitue les véritables fervents, n'est-ce pas, pour une véritable sortie de crise. Aujourd'hui, je ne suis pas contre le fait que toute l'opinion dans sa diversité soit associée, n'est-ce pas, dans la prise de décision unique, afin de trouver, n'est-ce pas, un pôle d'action unifiée et harmonisée. Mais cela n'est pas possible dans une période où tous les acteurs, n'est-ce pas, voisins et internationaux se dressent contre nous. Aujourd'hui, la question de souveraineté doit prendre le dessus. Et tout notre aliment doit consister aujourd'hui à apporter un soutien indéfectible, n'est-ce pas, à la transition, aux forces armées militaires maliennes, pour leur permettre de pouvoir restituer le territoire dans son entièreté, comme il l'a dit, parce que de façon juridiquement, un État se définit par les 3 critères, la population étant le fondement, le socle, n'est-ce pas, d'habitation, le territoire étant le lieu géographique où cohabite la diversité, et l'État polaire, avec tous les centres d'allégeance qui convergent vers lui, devient aussi l'unicité en termes de respect des principes régulateurs de la société qui sont la Constitution, comme l'a dit le voisin. Mais aujourd'hui, je pense que nous devons apporter sans faille et de façon indéfectible, n'est-ce pas, notre appui à cette transition-là. Si ils échouent, c'est tout le Mali qui échoue. Et évitons que le pays sombre dans le trou. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous, pas seulement que les États occidentaux, mais des propres voisins à nous, qui sont en train de nourrir des velléités nocives, destructrices, qui sont animées, n'est-ce pas, de mauvais esprits mal intentionnés et qu'ils veulent mettre, n'est-ce pas, à coupe et régler le pays. Donc la souveraineté ne se négocie pas, ce n'est pas un objet négociable et moi je ne vais pas donner ma caution pour une quelconque négociation qu'elle soit. D'ailleurs, on a ouvert tellement de rounds de négociations, on ne peut pas continuer permanemment à passer toute notre vie dans les négociations. On est allé de négociation en négociation, ça devient un cycle infernal. À un moment donné, il faut songer à sortir de là. Donc faisons l'unité autour de ces gens-là pour permettre au Mali... Faisons la guerre aussi, les négociations aussi... Non, toute guerre se termine par des négociations. La guerre d'Algérie face à la France comme on dit, est terminée par les accords d'Évian, tout comme la guerre américaine, n'est-ce pas, de la Constitution
jusqu'à la guerre des 6 jours avec les 36 États, ça s'est constitué, ça s'est soldé, n'est-ce pas, par la résolution de ce qu'on appelle les affaires Weiming, qui a conclu à ça. L'Angleterre, qui avait ouvert des brèches, n'est-ce pas, contre des États constitutifs, sont terminés par les Enclosure Act, tout comme le Japon en a fait aussi, n'est-ce pas, des réconciliations avec ses voisins, avec des accords nippons. Mais toute guerre se termine par la négociation. Mais si, encore faudrait-il que les acteurs de part et d'autre soient acquis à une raison de paix. Et nous, on a tellement proposé de paix à ces gens-là, mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus dans la paix. Donc maintenant, il faut aller dans la démonstration musculaire pour qu'enfin nous puissions trouver la paix. Parce que je vais vous dire une chose, je vais juste terminer par ceci. Pour mieux se défendre et pour mieux se sécuriser, il faut préparer la guerre. Un adage latin dit, civis pacem para bellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. C'est un principe. D'accord. Monsieur Keïta, il faut aller à la guerre, pas de négociation. Je pense qu'il faut qu'on se comprenne. On se parle sans se comprendre. Monsieur Dia, votre bémol, je le comprends, mais je le récuse parce que vous avez repris ce que j'ai dit en fait. Vous aussi, mon frère, vous dites, vous apportez une contradiction pour dire qu'il faut l'union sacrée autour des autorités. C'est ce que j'ai dit, je crois bien. Par contre, là où on ne se comprend pas, vous ne pouvez pas me dire d'aller à la guerre contre un frère parce qu'il y a eu trop de négociations. Pendant que vous avez le pacte de Varsovie et l'OTAN qui s'affrontent sur notre territoire. Vous ne pouvez pas me dire cela. Moi, je n'accepterai pas cela. Je pense qu'il faut aller à la paix. Mais il faut faire la guerre aux terroristes. Je suis d'accord là-dessus. La situation qui prévaut, peut-être que vous ne l'avez pas diagnostiquée assez. M. Sidibé a posé une question tout à l'heure qui doit interpeller tout Malien. Pourquoi après cette attaque et cette déclaration des États qui disent avoir soutenu le CSP, je ne sais plus comment ça s'appelle, le CSP machin, pour cette guerre-là, pour attaquer le Mali. Et que face à cela, ni la société civile, ni les partis politiques, vous l'avez dit, ne se sont mobilisés. Cela ne vous interpelle pas? Est-ce que vous pouvez faire la paix sans eux? Parce qu'aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas qu'avec ceux qui ont pris les armes. L'incompréhension aujourd'hui qui prédomine dans cette gouvernance, mais est devenue aussi un facteur d'instabilité en soi. Si vous voulez régler cette question, est-ce que vous pouvez faire table rase de cela pour pouvoir régler cette question? Pendant que dans la charte de la transition, on a instruit un pacte de stabilité pour pouvoir négocier, parler entre nous, se comprendre et combattre les ennemis. Si nous n'arrivons pas à nous entendre entre nous-mêmes, est-ce qu'on peut combattre les ennemis? À ce niveau, je vais juste vous dire, après tous les accords qui ont été signés pour faire la paix, vous préparez l'accord d'Évian et d'autres, moi je vais juste dire, un accord entre Maliens, il était déjà là, c'était notre constitution de 92. D'accord. Cet accord était déjà là. Permettez-moi juste, je vais terminer par cet aspect, pour que chacun comprenne. Quand vous dites que le Mali est attaqué aujourd'hui, on n'a pas commencé à attaquer le Mali aujourd'hui. Le Mali est tombé face à tous ces pays aujourd'hui, dont certains sont ses alliés. Le Burkina abritait la base arrière du MNLA. La Mauritanie aussi. Le Mali est tombé face au Sénégal, devant le Niger. Tous ces pays étaient là. Tirons les leçons du passé pour pouvoir mieux rebondir et donner une meilleure perspective au Mali. Aujourd'hui, on nous dit que l'Occident s'est réuni contre nous. Bon, pour moi, ça, c'est des discours. Par rapport à l'analyse géopolitique, on a vu comment la Libye a été disloquée. Comment la question, les problèmes se sont déplacés du Tchad au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée. La séantisation du Sahel. Cela ne vous interpelle pas? Je pense que cela doit nous interpeller. Donc, pour vous dire que ne restons pas sur des analyses superficielles. Aujourd'hui, pour dégager la force de la paix, il y a une entente nationale qui est nécessaire. D'ailleurs, les actions du président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, va dans ce sens. Maintenant, pourquoi les actions politiques n'arrivent pas à y arriver? C'est là toute la question. D'accord. Donc, pour moi, les frères armés, ils ont leur place dans la paix, sans l'accord d'Alger. D'accord. Réaction? Je crois qu'on ne va pas trop faire l'apologie de l'histoire. Lorsqu'il a parlé de la guerre froide, le pacte de Varsovie face à l'OTAN, je crois que les configurations ne sont pas bien structurées. Nous ne sommes pas dans une configuration OTAN face au pacte de Varsovie. Oui. Parce que quand... Non. Oui. Mon ami, quand on prend la cartographie du pacte de Varsovie, mais l'Ukraine faisait partie de Varsovie.
Maintenant, l'Ukraine n'est pas dans le Varsovie. Et la Pologne, la Roumanie faisaient partie du Varsovie. Laissez-moi juste terminer. On n'a pas le droit de s'arroger du pouvoir du micro. Vous avez la mystique, la magie du micro. C'est très bien. Maintenant, sauf que sur ce point-là, la déviance idéologique est très marquée. Je parle sur le contrôle peut-être de mon voisin. L'Ukraine faisait partie de la zone russophone. Votre voisin, non, il s'appelle M. Dia. Monsieur Dia. La Roumanie faisait partie du pacte de Varsovie. La Pologne en faisait partie, tout comme la Tchécoslovaquie et autres. Tout ce qui constituait les prolongements de la Russie faisait partie du giron de Varsovie. Mais aujourd'hui, n'existe plus. Qui se retrouve aujourd'hui avec l'OTAN. Donc, il y a un déplacement du centre de gravité de l'appartenance des États à des entités qui autrefois constituaient des blocs d'affrontement. Maintenant, aujourd'hui, pour rester dans le cas typiquement malien, moi je n'en disconviens pas que l'unité sacrée soit la force déterminante des États. Mais encore faudrait-il que les hommes politiques comprennent qu'on est dans une période d'incertitude et d'irrationalité où l'existence même de l'État est menacée. Et on ne se doit pas, n'est-ce pas, de tirailler ça et là. Le fait qu'on n'a pas été consulté sur tel ou tel point, chacun doit s'obliger à une certaine unité pour permettre à ces gens-là et à ceux qui nous dirigent aujourd'hui de pouvoir nous ramener à bon port, n'est-ce pas, et en toute quiétude. Je crois que c'est ça le déterminant fondamental du temps à présent. Mais l'heure n'est plus au débat contradictoire. On va pas faire un débat entre... Non, je vais vous rassurer vous. Oui, sauf que je vais vous donner la parole, rassurez-vous. Monsieur Dia, allez-y. Non, ça dit que moi, quand j'ai dit que je vais centrer le débat sur Tinzaouaten. Tout ce qui a pu se passer, aujourd'hui, il y a une nouvelle donne qui est Tinzaouaten. L'accord pour la paix est tombé, on est dans le dialogue intermalien et maintenant, on était dans une dynamique, l'armée a monté en puissance. Moi, j'ai l'habitude de vous dire, l'armée est montée en reconquête. Maintenant, il ne faudrait pas que le prolongement de la guerre ukrainienne sur le Mali nous distrait. Nous, on a une autre inquiétude, on a un autre intérêt. C'est-à-dire que c'est la sauvegarde de notre souveraineté, la survie de notre État. C'est ce qui est plus important. Autrement, on est sur un plateau, on est regardé partout dans le monde, il faudrait faire très attention si on n'a pas certains éléments concrets. Autrement dit, on a compris pourquoi on a voulu mettre l'Ukraine en avant. Il y a une autre lecture sur cela. Parce que tout de suite après, les Ukrainiens ont ouvert un autre front sur le terrain en Russie. On comprendra que, alors, on a fait exprès de faire ça au Mali pour pouvoir distraire l'armée russe, pour ouvrir un autre front. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce n'est pas qu'on ne le partage pas, on le met de côté. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que un pays souverain comme le Mali a été attaqué. Et voilà pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord avec qu'on mette le terrorisme en avant. Le terrorisme, quel est le groupe terroriste qui a revendiqué l'attaque? Le Génim l'a fait. Hein? Oui. Maintenant, les forces en présence, est-ce que c'est des combattants du Génim? Ce n'est pas des combattants du Génim. Ils sont dedans. Oui, mais on a vu... Est-ce qu'avant Tinzaouaten, les autres problèmes que le Mali a connus, les groupes armés terroristes qui étaient au Mali, est-ce qu'une seule fois un pays les a revendiqué une attaque avant Tinzaouaten? Donc c'est ce qui doit nous mettre vraiment la puce à l'oreille pour que voilà, on se mette ensemble vraiment dans le cadre de la sauvegarde de la nation. D'accord, allez-y. Oui, je crois qu'on se rejoint tous. Hein. Lui, je comprends son inquiétude. Il veut juste savoir, parce que pour lui, il faut que tout le monde se mette ensemble. Hein, toutes les composantes de la société malienne. Mais comment ça va se faire? C'est ça son inquiétude. Mais moi, je pense que cette question ne doit même pas être posée. À partir du moment où le pays est en péril, on n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit. Les gens doivent venir par eux-mêmes. Les partis politiques doivent comprendre que les intérêts autres que la sauvegarde de la souveraineté du Mali... que aussi quelqu'un crée ces cadres. Mais ce cadre, est-ce qu'on a besoin de créer ce cadre? Le cadre, c'est déjà créé à partir du moment où le pays est en péril. C'est ce que je dis, c'est ça le point de départ. Parce que pour parler même de partis politiques, il faut encore qu'on soit dans un État. Pendant que ton pays est menacé, pendant que ton pays est agressé, si tu défends des intérêts autres que la sauvegarde de la souveraineté, ça c'est autre chose. Il faut avoir la fibre patriotique pour laisser tout de côté. C'est ce que moi je veux faire. Allez-y Keïta. Oui. Alors, avant de répondre à la question, je veux juste dire à mon frère... Sauf que je n'ai pas posé de question. Hein? Oui. Je pense à la même question que vous avez posée à M. Termeli. C'est dans la continuité, je pense. Alors, pour moi, le pacte de Varsovie existe encore. L'esprit, il est là.
même si dans la configuration, ce n'est pas les mêmes pays qui composent cela. L'ex-URSS n'existe pas, mais la Russie n'a jamais dit que le pacte de Varsovie est terminé. Il n'y a pas un communiqué qui vous dit que le pacte de Varsovie est terminé. L'histoire est une continuité. Tant que vous avez l'OTAN, du Conseil de l'Atlantique Nord à l'OTAN, tant que vous avez ça, le pacte de Varsovie, il est là. Maintenant, vous avez parlé de beaucoup d'accords. Il faut parler aussi de l'accord de Minsk. Quand on dit que la guerre de l'Ukraine s'invite sur notre territoire, c'est ignorer un peu l'accord de Minsk. Notre partenariat avec la Russie ne veut en rien dire que la guerre de l'Ukraine s'est invitée sur notre territoire. Par rapport à certains choix, nos autorités ont pris des risques, ce que je comprends, pour soutenir leurs partenaires russes. Il y a eu des votes de résolution aux Nations Unies pour que la Russie reste ou parte de l'Ukraine, par rapport auquel notre pays a pris position. Ce n'est pas neutre. Alors, de notre choix du pays de non-aliment à aujourd'hui à l'aliment, il y a une conséquence qu'il faut tirer. Voilà pourquoi il faut faire référence à l'histoire pour mieux comprendre tout ça. Donc pour moi, si nous n'avons pas la même lecture de ces questions, comme ça se passe entre nous d'ailleurs, ça va être difficile que nous ayons la mobilisation qui est souhaitée. La question que vous avez posée, ce qui me fait dire que je vais répondre à votre question, j'en reviens à cette question. Pourquoi les Maliens ne se sont pas mobilisés quand l'attaque s'est produite à Tizawaten, avant même d'attendre la déclaration du Sénégal d'abord. Voilà, pourquoi? Moi, je pense que cela doit nous interpeller. Maintenant, on ne doit pas régler ça par la fibre patriotique. Aujourd'hui, il y a un dysfonctionnement, il y a une mésentente généralisée. Aujourd'hui, il y a des engagements qui ont été pris à travers la charte de la transition qui ne sont pas respectés. Il y a un divorce entre les partis même, mais aussi entre la transition et les partis. Moi, je pense qu'on ne peut pas se taire sur ça pour dire qu'on veut régler tous les problèmes. Ça n'est pas possible. Pour terminer, pour sortir de ces... Vous savez, on ne va pas faire un jeu de ping-pong, mais sauf que les réalités sont tellement là qu'on ne peut pas les occulter ou les balayer d'un revers de main. Aujourd'hui, la mésentente n'est pas réelle. Et la mésentente n'existe que dans l'esprit de ceux qui pensent. Tout le monde pense Mali aujourd'hui, à moins que tu ne sois animé d'un dessin malsain. Aujourd'hui, grand frère, mon co-débatteur, il faut être acquis à l'idée que les Maliens en ont marre de ces contradictions. Et aujourd'hui, si vous voyez que nous sommes là, mais nous sommes arrivés là par la faute des hommes politiques. C'est-à-dire c'est l'échec du politique, n'est-ce pas, et de la politique telle qu'elle a été menée au Mali qui nous a amené à ce désastre-là. Et reconnaissons-le. Donc il y a un divorce. Si divorce il y a un divorce entre les partis politiques et l'opinion publique. L'opinion n'adhère pas à la vision politique aujourd'hui. C'est pourquoi moi je le dis haut et fort. Même si aujourd'hui Assimi se résolvait, n'est-ce pas, à organiser une élection transparente et crédible, il y a certains endroits où les partis politiques ne pourront pas faire tenir des meetings. Tellement les gens sont renfermés, ils sont agités contre vous. Vu le désastre dans lequel nous sommes, ça résulte et ça dénote du laxisme et du manque de clarté des hommes politiques qui nous ont amenés là où nous en sommes. Donc, tout le chaos se résume aujourd'hui au manque de transparence, à la malgouvernance et au mauvais comportement des partis politiques, chose qui est inadmissible au regard du peuple malien. Donc, ne créons pas des fractures là où ça n'existe pas. Juste une minute. Je pense qu'il faut... Pas une minute, 10 secondes, allez-y. Il faut sortir de l'amalgame. Vous ne pouvez pas condamner tous les hommes politiques face à un échec de gouvernance. Ça n'est pas possible. Il y en a qui n'ont pas gouverné. Il y en a qui n'ont jamais gouverné. Vous ne pouvez pas tenir... C'est cet amalgame-là qu'on entretient. Et en même temps, on ne peut pas vouloir la paix et refuser la paix intérieure et dire que cela n'existe que dans la tête de ceux qui le pensent, mon frère. Ça n'est pas possible. Nous voyons la réalité devant nous, sous nos yeux. Deuxième thème de l'émission, l'ambassadrice de la Suède au Mali a désormais moins de 72 heures pour quitter le territoire malien. Elle vient donc d'être déclarée persona non grata par les autorités maliennes. On reproche à la Suède des attitudes provocatrices vis-à-vis du Mali. Monsieur Dia, réaction à cette décision du gouvernement de déclarer l'ambassadeur de la Suède au Mali persona non grata. Je pense que le Mali n'a fait que tirer les conséquences de l'attitude de ce pays-là vis-à-vis du Mali. Est-ce qu'on n'a pas finalement tiré sur un corbillard? La voilà, Suède était déjà annoncée partant.
Oui, l'ambassade étant même fermée depuis, je pense, décembre passé, 2023, je crois. Et maintenant, c'est eux qui ont unilatéralement décidé de rompre, je sais pas, de mettre fin au financement venant de ce pays. Et donc, par devoir de réciprocité, parce que je l'ai dit, les trois principes sacrés de l'action gouvernementale, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et puis la prise en compte de l'intérêt supérieur du Mali dans toutes les décisions. Donc la Suède a décidé de geler ses financements et vous aviez déjà fermé votre ambassade, je pense, depuis décembre 2023. Et qu'est-ce qu'on attend? Donc c'est la suite logique du comportement de la Suède. Okay. Pour moi, c'est vraiment la continuité et c'est salutaire pour le Mali. Un coup dur pour le monde des ONG au Mali? On peut le dire, mais bon, moi je crois que ça dénote aussi du principe de la réciprocité, parce que le fait de soutenir ouvertement l'Ukraine qui a commis un acte, je crois, irréparable, parce que un État souverain comme le Mali a affirmé de façon très ouverte qu'on a participé à l'agression du Mali, ça ne peut pas rester comme ça. Mais lorsque vous soutenez cela, c'est une position que vous avez prise. Nous acceptons cela, mais le Mali aussi fera ce qu'il doit faire. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et la Suède va assumer. Comme vous l'avez dit, c'était même sur le point de partir, mais faire croire que nous dépendons des aides qu'on nous octroie, c'est faux. Mais le Mali a décidé, n'est-ce pas, d'assumer sa souveraineté, son indépendance. Ça va avec les moyens qu'il faut. Ça va peut-être prendre du temps, mais je crois que petit à petit, nous allons mettre les pieds sur la terre et puis nous allons avoir les moyens de notre politique. Il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes des éternels quémandeurs, qu'on tend toujours la main ou que ce sont ces aides-là qui vont nous... C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on n'est pas rien. Sinon, pourquoi toute l'attention du monde est fixée sur le Mali? Le Mali est quelque chose. Et le Mali est le point de départ de l'indépendance et de la véritable souveraineté de toute l'Afrique. D'accord. Voilà. Monsieur Sangaré, sur ce point? Bon, je crois que les autorités ils sont en train de faire ce qu'on appelle un travail tout à fait remarquable. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement décider à travers un slogan d'émancipation, n'est-ce pas, et d'expression de notre dignité, de notre honneur, de sortir de la tutelle et de nous extirper des griffes, n'est-ce pas, des dominateurs sur le plan seulement sécuritaire, politique. Non, même économiquement, l'expression de sa dignité doit se faire voir. Et comme il a si bien dit, c'est vrai, il y a une petite correctif. La Suède avait prononcé depuis fin décembre 2023 qu'elle a vocation à quitter le Mali fin 2024. Elle n'a pas encore entamé ça, mais quand même, c'est quelque chose qui est traduit dans leur discours. Donc, si le Mali a pris le devant pour leur dire de stop, c'est bon, c'est encore ça, se conjugue avec notre volonté d'aller dans un processus où notre honneur et notre dignité de Malien seraient respectés. Première chose. Et deuxième chose, comme il a si bien dit l'autre débatteur, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas vouloir sortir de la colonisation, de l'exploitation continue et abusive sans pour autant accepter le prix à payer. Donc le risque à payer, ça va consister à accepter aussi un parti, c'est-à-dire en partie, une grande période de déficit économique et même des manques de devises, chose que la Suède ne peut pas compenser parce que quand on prend l'enveloppe budgétaire annuelle du Mali, l'injection que la Suède fait ne constitue pas un véritable sérum ou un vaccin. Ça ne peut pas sauver, n'est-ce pas, le malade de la mort. Parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin que de 320 millions de dollars en 10 ans. Lorsque vous faites un peu la conjugaison, vous allez vous retrouver avec des sommes qui sont insignifiantes par rapport à la stabilité économique du Mali. Et donc, ça n'est pas de nature à nous effrayer ou à nous déstabiliser outre mesure. Voilà. Keïta, sur ce point. Alors, je voudrais surtout dire que je pense que l'ensemble du peuple malien soutient le Mali. Ça, il ne faut pas rentrer dans l'esprit pour faire croire aux gens que certains n'aiment pas le Mali ou ne soutiennent pas le Mali. Tous les Maliens aiment le Mali, tous les Maliens soutiennent le Mali et l'armée malienne. Cela a été clair et c'est clairement dit. Maintenant, dans les discours, j'entends beaucoup de choses qui relèvent beaucoup plus d'une forme d'opportunisme, qui, à mon avis, est très dangereux aujourd'hui, qui entretient l'amalgame, qui nous éloigne aussi de la réalité. Il y a des décisions politiques qui sont prises. Ça y est, je crois que l'URDAC a été une des premières structures à, féliciter nos autorités pour avoir fait le choix du respect de la souveraineté du Mali. Quand le Mali faisait la risée du monde, quand on a imposé au président Feu Ibeka un accord qui avait été imposé à Feu ATT, qui avait été imposé à Feu Moussa Traoré, quand nous sortions pour dénoncer cela, et que ces responsables que ceux-là aujourd'hui sont sortis
pour magnifier, mettre en avant la souveraineté du Mali, pas la souveraineté retrouvée. Pour moi, le Mali est indépendant depuis 1960. D'accord. Et cette souveraineté a été exprimée depuis cela. Maintenant, pour rester conforme à notre histoire, sans la victoire de Kirina, il n'y aurait pas l'accord de Kouroukanfouga. Vous semblez ne pas vouloir répondre à ma question. Je vais répondre à votre question. Je fais ce détour-là pour qu'on se comprenne mieux. Je vais répondre à votre... Ce n'est pas un acte qui me surprend moi. Ça va de soi. D'accord. Je crois que le Mali, en tant que pays souverain, ce premier pays qui a renvoyé l'armée française, aujourd'hui, quand on renvoie une ambassadrice, moi, ça ne me surprend pas. Okay. C'est la logique de l'histoire. Voilà pourquoi je fais, comme on appelle ça, tout ce recul pour pouvoir mieux faire comprendre mon idée. Et sans la victoire de Kirina, c'est important aussi, on n'aurait pas la charte de Kouroukanfouga. Vous êtes Keïta, comme ça se comprend. Merci. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, je ne suis pas partisan du sadisme politique. Qu'on impose au peuple malien la souffrance pour la souveraineté demain, alors qu'on l'a aujourd'hui. Cette souveraineté doit empêcher au peuple malien de souffrir comme il souffre aujourd'hui. D'accord. Il faut juste en faire bon usage. Okay. Et je le dis pourquoi. Parce que ce qui se passe, on nous dit, si on rend tel accord ou si on rend avec tel pays, on va manquer de ceci, on va manquer de cela. Quand on a des dirigeants dignes comme ceux-là qui sont là, quand le pays est souverain, quand cette souveraineté est exprimée parce qu'elle ne s'est pas construite toute seule. Donc il ne faut pas oublier les cadres dans lesquels nous avons acquis notre indépendance, la solidarité dans laquelle nous l'avons exercée, pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau intérieur du Mali et sur le plan frontalier, dans le cadre de nos organisations, ces idées-là prévalent encore. C'est comme cela que nos États ont tenu. Donc moi, je tiens beaucoup plus à cet esprit. Il faut le vivifier, il faut le renforcer. Maintenant, il faut sortir de l'amalgame et des discours opportunistes. Il faut aussi sortir de la parole. Hein? Merci. L'actualité a aussi été marquée par cette décision de l'ancien Premier ministre Moussa Mara de renoncer à son traitement financier dû à son statut d'ancien Premier ministre. Une actualité qui a été largement commentée par les Maliens. Monsieur Dia, vous avez suivi cette autre actualité malienne? Moussa Mara qui renonce à son traitement financier. Ce n'est pas un événement pour nous. Aujourd'hui, on a d'autres chats à fouetter. Parce que moi, je pense que c'est un acte purement politique. Et pour le moment, on est en guerre. C'est un homme politique aussi. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi je ne vais pas trop commenter. Ça n'engage que sa personne. Hein. On est en transition. La campagne électorale n'est pas encore ouverte. Je pense que c'est à des fins politiques tout court, quoi. Aujourd'hui, on est sur Par la même occasion, il a invité les autorités à lui emboîter les pas. Eh bien, pourquoi inviter ce que font déjà les autorités, la défense de la patrie? Est-ce qu'il a salué ça déjà? Moi, je pense que c'est une diversion, c'est pour s'attirer la lumière sur soi, alors que nous, on est en train vraiment de chercher l'union sacrée autour du pays. Et je pense, personnellement, ça n'engage que moi, mais ce n'est pas un événement pour moi. Ce n'est pas un événement pour vous aussi? Bon, moi, je trouve un acte patriotique pour certains. Je trouve que c'est un acte patriotique si c'est animé effectivement d'une certaine bonne foi. Et c'est bien fait, mais ça aurait pu arriver bien avant. Je sais que Moussa Mara, c'est quelqu'un qui a toujours essayé de se démarquer des autres en posant des actes comme ça. C'est salutaire si ça va dans le sens de la construction citoyenne des Maliens, si c'est pour donner le ton, si c'est pour donner un exemple. Moi, je trouve que je n'ai rien contre ça, mais il ne faut pas que, en posant cet acte-là, il soit animé, n'est-ce pas, d'une certaine volonté de créer une autre situation de provocation pour, je ne sais pas, créer une autre situation sur la scène politique. Moi, c'est ce que je veux surtout éviter. Mais c'est surtout bien, parce que quand on pose une bonne action, on n'a pas besoin forcément d'attendre que les autres fassent la même chose. Si tu estimes réellement que ce que tu as fait est la meilleure chose à faire pour ton pays, il faut le faire avec conviction. Si c'est vraiment bon, les autres vont te suivre. C'est comme un religieux qui cherche à faire sa religion, mais qui en réalité a des comportements dérisoires, des comportements qui n'ont rien à voir avec les gens ne vont pas venir vers toi. Mais si tu sais réellement que dans ton comportement, tu agis bien, les gens vont te suivre. Mais on n'a pas besoin de le dire sur tous les toits. Je pense qu'il faut le faire, c'est responsable, c'est encourageant, et je pense que ça peut peut-être amener d'autres à faire comme lui. Si réellement ce acte-là est animé d'une bonne foi, c'est ce que je dis. Ok. Sangaré, Moussa Mara renonce à ses avantages financiers. Bon, l'acte à lui seul, s'il avait posé sans intention personnelle derrière,
on se serait tous alignés. Mais aujourd'hui, en le faisant, il s'est encore propulsé, il s'est attribué l'étiquette d'un chef d'orchestre d'un opéra, où on doit accorder tous les instruments musicaux. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Il ne faudrait pas qu'il étale ça aux autres personnes. De la même manière qu'il a eu la volonté, n'est-ce pas, la singularité d'action, il aurait dû laisser aux autres, soit de lui emboîter le pas, ou de rester dans leur cadre de traitement tel qu'il existe. Mais aujourd'hui, comme l'a si bien dit ces autres-là, c'est un peu, son action dénote un peu d'une certaine stratégie de s'attirer les projecteurs, n'est-ce pas, de caméras et autres champs de visibilité, pour se mettre dans un champ de visibilité. Cela n'est pas un crime pour un homme politique. Non, mais pour un homme, si ce n'est pas exclu, donc ça veut dire que son acte tombe sous l'oreille d'un sourd. C'est un coup d'épée dans l'eau, parce que ça ne va pas loin. Donc moi, j'aurais quand même souhaité que l'acte soit assorti d'une réelle volonté d'appuyer la génération des dirigeantes qui sont là, pour leur permettre de pouvoir mener à bien, n'est-ce pas, tout ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre de la réhabilitation territoriale. Mais qu'à cela ne tienne, il est sorti un peu de cette modestie et de cette sobriété d'action pour se mettre en orbite afin de pouvoir attirer le regard des Maliens et surtout s'attirer une frange importante des électeurs. Même si on n'est pas dans une phase électorale. Peut-être le grand frère va contredire. C'est pas évident. On n'est pas dans une période électorale. D'accord. Keïta, sur cette... Moi, je n'ai rien contre la politique et contre les politiciens. Maintenant, on ne juge pas quelqu'un comme ça. Il faut juger les gens sur des preuves, quoi. Il faut des preuves pour juger quelqu'un. Les hommes politiques ont fauté, on ne les aime pas, ils ont échoué. Ça, c'est des propos que moi, je ne me permettrai pas de tenir. Et ça, c'est une question de conscience. Alors, le geste de M. Mara est à saluer. Surtout par rapport à ces temps difficiles que connaît le pays. Le pays a du mal à fournir de l'électricité au peuple. Économiquement, il y a une crise. Il y a une crise sécuritaire. Au même moment, on a des élus, en fait des conseillers du CNT, qui ont tout ce qu'on connaît. Et à un moment donné, il y a cette parenthèse qui s'était ouverte. Moi, j'aimerais bien, quand on veut donner des leçons de patriotisme, il faut bien les donner. Monsieur Mara, qui qu'il soit, cet exemple-là doit être suivi des faits. Les Maliens doivent en tenir compte pour demander à d'autres de faire le même geste. Ancien Premier ministre ou pas, si on veut aider ce pays, même un centime n'est pas rien. Donc moi, j'aimerais bien qu'on salue les actions à leur juste hauteur, sans s'en prendre aux personnes comme ça, inutilement. Ce n'est pas mon genre et je ne saurais le faire. Donc aujourd'hui, leçon de patriotisme, ça doit se donner à tous les niveaux. Et ça doit donner par tout le monde. La paix, elle doit se construire avec nous tous. Il faut y travailler. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de jouer, je ne sais pas, au Superman politique, par opportunisme ou pour quelque idée que ce soit. Car en faisant cela, et c'est là où on ne voit pas le même Mali, même si nous aimons ce pays, nous allons le conduire à sa perte. Parce que ça ne sert à rien, d'une part, de soutenir ce qui se passe qui n'est pas bien. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, économiquement, le train de vie de certaines de nos institutions doit nous interroger tous. Et dans ce moment, quand un ancien Premier ministre sort pour dire qu'il renonce à ses avantages d'ancien Premier ministre, moi je pense qu'il doit être salué, encouragé et remercié et demander les mêmes efforts aux autres, surtout qui sont en poste. Nous sommes malheureusement au terme de ce débat. Nos invités étaient donc M. Moussa Tembeli, secrétaire régional du CDP Malikoura, M. Yamoudou Keïta, il est président de l'URDAC Mali, volet France, Mamadou Dia, secrétaire général du mouvement Akatana et Oumar Sangaré, juriste. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Kidal. Au revoir.